Conakry, le 22 août 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Dans voici le sommaire. Pourquoi tant de pluie sur Conakry et ses environs? La Direction nationale de la météorologie explique que les pluies diluviennes continuent de s'abattre sur Conakry. La saison des pluies réveille de nombreuses maladies, surtout le paludisme. À l'hôpital d'Anka, plus de 400 cas sont enregistrés, la plupart des enfants. La situation est préoccupante. Au sommaire encore, des navires de pêche en situation irrégulière viennent d'être arraisonnés par une mission du contrôle du ministère de la Pêche. Ils opéraient en toute illégalité malgré la période de repos biologique. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Ce journal s'ouvre sur un décret du président de la République, décret des 2019-246 PRJ SGG portant nomination d'un préfet. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Le lieutenant-colonel Abdraman Keïta, matricule 21227G, en service au cabinet du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, est nommé dans les fonctions de préfet de Bofa en remplacement de M. Tian Souma, appelé à d'autres fonctions. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 22 août 2019, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Et puis ce communiqué de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance de l'ensemble des honorables députés de la tenue d'une plénière ce samedi 24 août 2019 à partir de 14h précises à l'hémicycle du Palais du Peuple pour l'examen et l'adoption du volet récep de la loi des finances rectificative 2019. En conséquence, il est impérativement demandé aux honorables députés en déplacement à l'intérieur et à l'extérieur du pays de prendre des dispositions qui s'imposent afin d'être présents à l'hémicycle à l'heure et à la date indiquée. Le président de l'Assemblée nationale, Claude Kori Koundiano. Je vous le disais en titre, les pluies continuent de s'abattre sur Conakry et ses environs, causant parfois des dégâts. Ce matin, notre équipe de reportage s'est rendue à la Direction nationale de la météorologie pour comprendre pourquoi tant de pluies sur Conakry, mais aussi connaître les prévisions pour les prochains jours. Le point avec Mamadou Alphabali. Ces dernières 48 heures, Conakry et environ ont enregistré de fortes précipitations. Jusqu'à 341 mm ces 2 jours. De Koya à Koléa, de nombreuses familles ont les pieds dans l'eau. Pourtant, en 91, il avait plu 471 mm en 24 heures, un record qui est loin d'être battu selon la Direction nationale de la météo. La quantité d'eau qui a été observée à la station de Conakry, et la quantité observée au courant des dernières 24 heures, elle est de 170,9 mm, à peu près 171 mm d'eau. Vous devez bien comprendre qu'un millimètre d'eau correspond à, si vous prenez 1 litre d'eau, que vous versez sur une surface de 1 mètre carré. Ça veut dire que dans la cour de la RTG, à chaque hectare, il est tombé 1100 mm d'eau, 1100 tonnes d'eau. Il dit que 1 mm d'eau est égal à 10 tonnes d'eau qui est répartie sur 1 hectare. Donc on vous a dit que c'est vraiment une quantité assez importante. Mais je vous dis qu'il y a un record absolu que Conakry a enregistré ici. En 1991, le 16 juillet, on a enregistré 472 mm en 24 heures. 472 mm en 24 heures. Vous imaginez que ça peut faire. Je pense que c'est le record absolu de la Guinée. Donc par rapport à une quantité de 190 mm, on peut dire que vraiment ce n'est pas trop par rapport à ce qui s'est fait. Même si la journée du 21 a connu une forte pluviométrie, les jours à venir pourraient enregistrer des précipitations moins inquiétantes. Je pense que et les modèles et les observations obtenues sur le terrain ne présentent pas de très grandes précipitations comme celles qu'on a enregistrées hier. Mais il va sans dire qu'on va obtenir des précipitations comme d'ailleurs c'est la période, c'est la période où nous faisons des précipitations, des prévisions de quelques jours, mais ce n'est que c'est des prévisions. Les prévisions, c'est les prévisions. C'est avec les observations de terrain qui sont remontées qu'on va vraiment préciser la nature pour la fiabilité de la prévision.
La forte pluviométrie entre Conakry et Koya n'est pas un fait nouveau. Les responsables de la météo expliquent le phénomène. La position de la capitale Conakry est de telle sorte que, au-delà des mouvements convectifs qui sont là et qui génèrent les nuages à grand développement vertical qui donnent des précipitations, il y a encore l'influence de la côte, des brises marines. Vous savez que la vapeur d'eau qui est dégagée au niveau de la mer, sa direction c'est la mer vers les continents, et sous l'effet de la chaîne montagneuse de Kakulima, pratiquement une fois que ça obstrue ces montagnes, il monte, cette quantité de vapeur d'eau est en train de monter, et sous l'effet de la hauteur, il y a la température qui diminue, il y a la condensation. Et ça forme un gros nuage qui précipite. Donc, mais le cas particulier de ce qui s'est passé la journée d'avant-hier, c'est dit que c'est ce système-là qui a été bloqué. Il y a une stabilité au niveau de la côte. Donc ce qui fait que toute la vapeur d'eau qui quittait du côté de la mer et qui venait vers les continents et qui tournait, qui était obstruée par la chaîne montagneuse de Kakulima, tournait en rond. Ce qui fait que pour toute la journée de mercredi, il a fortement précipité. Ce jeudi matin, les Conakrykas vaquent tranquillement à leurs occupations. La trêve va-t-elle durer? De toute évidence, les citoyens vivant dans les quartiers moins lotis et en basse altitude sont invités à la prudence. Après l'inondation à Koya provoquée par les pluies diluviennes, le niveau d'eau a baissé, mais les sinistrés gardent toujours les stigmates des grandes pluies d'hier. Des dispositions sont en train d'être prises pour secourir les victimes. Autre conséquence, les usagers de la route Koya-Kindia sont restés bloqués à raison des éboulements enregistrés à quelques mètres du pont Kaka. Des mesures urgentes ont été prises pour libérer la voie. Voici le reportage signé de Alpha Isiagaba. Voici la rivière de Sarinka dans la commune urbaine de Koya. C'est elle qui a débordé hier mercredi. À quelques mètres de là, des constructions anarchiques et des flaques d'eau. Ce sont ces habitations qui ont été inondées pendant la pluie diluvienne. 24 heures après l'inondation, les victimes vivent encore des stigmates de la journée pluvieuse de mercredi. On a perdu tous les documents, les attestations, les diplômes, les documents des enfants, nos habits, les riz, tout. Sur place, une équipe du ministère de l'administration du territoire pour évaluer les pertes de l'inondation. L'équipe est composée d'agents de santé, de la Croix-Rouge et de la protection civile. Tous les ménages des 7 quartiers touchés seront recensés en vue d'une éventuelle prise en charge. On est là pour évaluer les besoins rapides de ces sinistrés et voir les conséquences de cette inondation, les politiques qui seraient mises en œuvre dans la juridiction de Koya, notamment sur le plan de la santé, l'éducation, l'environnement, l'agriculture. Et déjà, vous le constatez, l'eau a envahi les latrines, l'eau a envahi les puits, les forages qui sont là. Ça veut dire, ça interpelle le secteur de la santé pour prévenir d'autres maladies à potentiel hydrique qui pourraient survenir ici. Au cours de la forte pluie, 2 corps ont été déterrés. Un a été retrouvé, mais le second est toujours porté disparu. Hormis l'inondation, la pluie diluvienne avait créé un éboulement à quelques mètres du pont Kaka sur la route nationale numéro 1, Koya-Kindia. Un éboulement qui serait à l'origine de cette longue file d'embouteillages. À coup de pelle, les usagers retroussent les manches pour dégager la boue. Au moment où on prenait ces images, une équipe de travaux publics était en route pour libérer le passage. Il y a eu tout cet embouteillage-là, il y a plus d'une centaine de véhicules. On est dans l'imprudence comme ça. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, on est là pour le moment. On est sous le main de Dieu. En milieu de journée, l'embouteillage atteignait le centre-ville même de Koya. Les chauffeurs sont donc invités à plus de responsabilités pour éviter le pire. Voilà justement Alpha Isiaga, aux dernières nouvelles, la circulation a repris sur la route Koya-Kindia. Pendant cette période de grandes pluies, plusieurs cas de paludisme sont enregistrés dans les structures de santé. À l'hôpital Donka et au centre médical communal de Ratoma, de nombreux patients sont reçus, la plupart des enfants. La situation est préoccupante. Adiatou Bari fait le point. Saison pluvieuse.
Une saison de haute transmission du paludisme. Dans ce centre hospitalier de Donka, 540 cas suspects du paludisme, dont 464 patients testés positifs de la pathologie, ont été admis en juillet dernier. Le service de la pédiatrie du centre hospitalier est le plus envahi. Ici, la plupart des enfants arrivent dans un état comateux et souvent accompagnés d'une anémie sévère. Chez ces patients, le traitement est immédiat. En première intention, normalement, c'est l'artésunate. On met les enfants sous artésunate à raison de 2,4 mg par kilo à R0, R12 et R24. Après, on réévalue l'enfant s'il peut passer par la voie orale. On le met par la voie orale. Ou s'il ne peut pas, on continue maintenant chaque 24 heures sous l'artésunate 2,4 mg par kilo. Dans cette salle de 10 lits d'hospitalisation, 6 enfants de moins de 15 ans se battent contre le paludisme sous le regard impuissant des parents. Chez certains d'entre eux, la gravité de la pathologie rend le traitement très complexe, long et même coûteux. C'est le cas d'Alcénie Diallo, dont le traitement médical évolue bien. Cependant, le petit garçon de 7 ans sort avec des séquelles neurologiques causées par le palu. Après un palu grave, l'enfant peut aussi avoir des épilepsies post-palu. Donc, il faut aussi gérer ces complications neurologiques qui vont survenir après le traitement du palu aussi. Il est déjà sous des médicaments de la neurologie avec nous ici. Et je suis arrivé avec un état grave parce que mon enfant avait une crise et un coma. Aujourd'hui, il commence à se réveiller. Je dis Dieu merci parce qu'ils se sont occupés de moi, de telle sorte que je peux dire Dieu merci. Parce que tous les jours, on prescrit des ordonnances. Même la nuit, on prescrit des ordonnances. Il faut acheter pour pouvoir avoir la santé de ton enfant. À Donka, tout comme au centre médical communal de Ratoma, le paludisme reste la première cause de consultation et d'hospitalisation, surtout en cette saison des grandes pluies. Dans les laboratoires, le test rapide de paludisme concentre les 60% des activités des biologistes. Du diagnostic jusqu'à la prise en charge, la gratuité devrait être assurée par la disponibilité des intrants antipaludéens au niveau des structures sanitaires. Nous avons tous les produits antipaludéens. Ils sont de deux ordres. Voilà. Il y a les médicaments qui sont utilisés pour traiter le paludisme simple. Ça, c'est le comprimé que vous voyez devant vous. Et on les donne en fonction de l'âge et du poids, surtout. Le deuxième groupe de produits, c'est ceux qui sont utilisés pour traiter le paludisme grave. Ça, c'est la gamme maintenant d'artésunate, qu'on appelle l'artésune injectable, ou la théméter injectable. Bon, le malade vient avec ça, on lui donne gratuitement. Selon le programme national de lutte contre le paludisme, l'incidence nationale du paludisme est passée de 49% en mars 2019 à 55% depuis le début des grandes pluies. Une hausse qui s'explique par la prolifération de l'anophèle femelle, l'agent causal qui se développe rapidement dans les milieux insalubres notamment. On devrait aussi combiner l'utilisation des moustiquaires avec l'assainissement. Ces boîtes de conserve et autres dont je vous ai parlé, les flaques d'eau qui occasionnent la prolifération des moustiques devraient être détruites. Malheureusement, ces activités ne se font pas comme ça devrait se faire. Nous sommes en train de prendre cette notion et beaucoup outiller les communautés, les structures de santé. C'est pourquoi on vient de donner les moustiquaires. Et ces moustiquaires bien utilisés pendant la saison, vous allez voir que ça va diminuer le nombre de piqûres de moustiques la nuit, donc ça va diminuer les cas de paludisme. Au total, ce sont 8 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action qui sont distribués cette année à travers tout le pays. Une campagne de distribution gratuite dont l'utilisation par les bénéficiaires devrait prévenir le paludisme en Guinée.
Voilà le grand format réalisé par Adia Toubari, rendu en studio par Hilal Silla. Le comité technique de la santé de la ville de Conakry a ouvert ses travaux. Il regroupe tous les acteurs de la santé. Il s'agit pour ces professionnels de faire le bilan des activités réalisées au courant du premier trimestre de l'année. Objectif à relever les faiblesses pour apporter de meilleurs soins de santé à la population. Reportage, ça à Marathon. Ce projet part de différents cas d'arnaque que subissent les femmes de la part de certains tradis praticiens. Des constats lors de l'épidémie Ebola, aussi de l'insuffisance de collaboration entre la médecine moderne et celle traditionnelle. Cette activité vise l'amélioration de la santé des populations avec la prise en compte des réalités de la médecine traditionnelle. Comment organiser ces tradis praticiens-là pour qu'ils puissent travailler en complémentarité avec la médecine moderne? Dans les autres pays, nous savons que beaucoup la médecine traditionnelle apporte, pas seulement en matière de la gynécologie, mais dans les autres branches de la médecine. La médecine traditionnelle est partie intégrante de la santé communautaire, qui est la stratégie d'intervention retenue par le ministère de la Santé pour la couverture sanitaire universelle. Si l'on veut couvrir également tous les besoins de soins des populations, pour deux raisons. Un, parce que d'abord, sur le plan traditionnel, il y a des valeurs de la médecine traditionnelle qui ont été et qui continuent à être vraiment des valeurs sûres. Et deuxièmement, nous n'avons pas encore la possibilité de couvrir l'ensemble des populations par les soins modernes. Les bénéficiaires de cette formation seront des sensibilisateurs auprès des 1500 tradis praticiens ciblés dont 30% sont des femmes qui à leur tour seront constituées en association. C'est une possibilité pour les tradis praticiens d'être pris en compte, d'être considérés comme des acteurs de la santé communautaire. Parce que négliger l'administration, c'est négliger la santé communautaire. Les télepraticiens jouent un grand rôle, surtout dans notre pays où le pays n'est pas entièrement couvert par le centre de santé. Dans certaines régions, je crois que le seul recours des patients, c'est l'administration. Ces futures associations des tradis praticiens vont formuler leurs préoccupations qui seront élaborées en un plaidoyer auprès du gouvernement. Voilà, c'était là donc le reportage de Mariam Kamara et Taban Silla sur l'implication effective de la médecine traditionnelle et des tradis praticiens dans la réforme du système de santé. Le comité technique de la santé de la ville de Conakry a ouvert ses travaux. Je vous disais tantôt, il regroupe tous les acteurs de la santé. Il s'agit pour ces professionnels de faire le bilan des activités réalisées au courant du premier trimestre de l'année. On va suivre le reportage de ça à Marathon. La rencontre réunit les acteurs de la santé de la capitale. Il s'agit pour ces professionnels de santé de faire le bilan des activités réalisées dans les structures sanitaires publiques et privées au compte du premier semestre. Le diagnostic de ces assises permettra de renforcer les capacités des acteurs, mais surtout améliorer les interventions sur le terrain. La disponibilité des médicaments. On ne peut pas parler de santé sans médicaments. Et la mère et l'enfant qui est à l'épicentre de nos activités, on doit comprendre si les femmes enceintes ont utilisé nos services, surtout au dernier mois de leur grossesse. Nous sommes en train de voir aussi la vaccination des enfants. La problématique de la vaccination, la surveillance épidémiologique, la prise en charge des maladies sexuellement transmissibles comme le VIH-Sida, la gestion du personnel soignant dans les structures sanitaires sont entre autres questions en débat au cours de cette rencontre. Des problèmes dont les indicateurs pourront permettre au département de la santé de revoir sa politique d'intervention. Il y a beaucoup de problèmes qui sont soulevés, des problèmes de ressources humaines, des problèmes de qualité des soins. Tous ces problèmes sont en train d'être mûris au niveau du ministère. Mais il vaut mieux que ceux qui sont opérationnels sur le terrain, qui sont réunis ici, nous remontent des informations et des propositions concrètes qui permettent d'alimenter notre réflexion au niveau central. Le comité technique de la santé de la ville de Conakry est un exercice initié par le ministère de la Santé il y a quelques années.
L'autre temps fort de cette édition, la 45e session du Conseil des gouverneurs des banques centrales de la deuxième zone monétaire de l'Afrique s'est ouverte ce matin à Conakry. La démarche vise à passer en revue les résultats enregistrés et proposer des mesures correctives pour atteindre les critères de convergence liés au lancement de l'ECO, la monnaie unique de la CEDEAO en 2020. Boubacar Ba, reportage. Ont marqué l'ouverture de cette 45e session du Conseil des gouverneurs des banques centrales de la ZMO qui s'ouvre dans un contexte marqué par des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et les incertitudes liées au Brexit, le tout associé à la hausse des prix du pétrole. Des facteurs qui affectent la croissance économique mondiale et celle de la région en particulier, conformément aux estimations du Fonds monétaire international. Dans la région, la croissance est passée de 2,8% en 2017 à 3,1% en 2018 et les pays de la CEDEAO, eux, sont dans l'ordre de 3%. Ce qui est remarquable, en témoignent les mesures de redressement menées par le Nigeria. Le représentant de la CEDEAO a plaidé pour l'opérationnalisation d'un fonds de financement des activités sur la feuille de route, tout en se félicitant de l'atteinte du régime monétaire basé sur la lutte contre l'inflation par tous les pays membres. Pour le vice-gouverneur de la Banque centrale du Ghana, président sortant du comité des gouverneurs, il faudrait dès maintenant nettoyer toutes les zones d'ombre liées à la réalisation de la feuille de route à cette session, car 2020, c'est dans quelques mois. Déjà, au Ghana, la Banque centrale a révoqué la licence de 21 institutions de microfinance insolvables et 9 banques primaires pour nettoyer le système. Quant au vice-gouverneur de la Sierra Leone, il faut agir, car en date, 2 pays seulement ont rempli les critères de convergence. Kerfala Kalo a dénoncé la dollarisation de nos économies qui fragilise et déprécie nos monnaies et souhaite qu'une stratégie soit trouvée afin que le Naira soit consommé en Guinée, que le Sidi du Ghana le soit en Sierra Leone, comme le franc guinéen pourrait l'être à Freetown, où le négoce transfrontalier est très poussé. Le vice-gouverneur du Nigeria, dans son intervention, a indiqué que la cause principale de la contre-performance de nos pays réside dans la capacité des États de mettre en œuvre les réformes nécessaires, d'où la nécessité de la formation au niveau de l'OIFM, institution régionale chargée de la question. So, if we succeed si nous réussissons à convaincre les pays membres, à partir de cette réunion, nous pourrons atteindre notre objectif d'avoir une monnaie unique en 2020, soit en forme virtuelle ou en monnaie réelle. Le gouverneur de la Banque centrale, président en exercice du Conseil des gouverneurs à compter d'aujourd'hui, a invité les gouverneurs à travailler pour le lancement de la monnaie éco de notre communauté dès 2020, conformément aux décisions de nos chefs d'État et de gouvernement. Les résultats de la dernière mission de surveillance multilatérale indiquent en effet que la Guinée a respecté l'essentiel des critères de convergence, à l'exception de celui relatif aux réserves de change exprimées en mois d'importation. Les autorités sont déterminées à poursuivre les efforts en vue de permettre à notre pays de figurer parmi le premier groupe à adopter la monnaie unique. L'ECO sera lancé avec les pays qui respecteraient les premiers les critères de convergence. Les autres, bien entendu, auront vocation à rejoindre ultérieurement ce premier groupe. Signalons que le Conseil des ministres des Finances de la ZMO s'ouvrira demain à Conakry. Dans son programme de développement des entreprises locales, l'Agence de promotion des investissements privés, APIP, multiplie les initiatives de financement. Elle a réussi à créer un partenariat entre la Société Générale de Banque en Guinée et une entreprise locale pour un financement de plus de 2 millions de dollars. Amadou Touré. Pour rendre compétitives les entreprises locales dans l'acquisition des contrats de sous-traitance offerts par les sociétés minières évoluant en Guinée, le gouvernement, à travers l'Agence de promotion des investissements privés APIP, initie des rencontres sur des opportunités de financement. C'est dans ce cadre que ce contrat de 2 millions de dollars américains de prêt est accordé par la Société Générale de Banque en Guinée à la Guinéenne de prestations et de construction, GPC. Beaucoup de partenariats se signent chez nous en Afrique, mais qui ne sont pas suivis d'effets. Donc nous voulons, à travers la GPC, montrer aux entreprises guinéennes, aux PME, qu'il est possible de trouver des financements ici auprès des structures bancaires classiques
telles que la Société Générale qui s'engage aujourd'hui de manière innovante à accompagner les petites et moyennes entreprises. Et la GPC est un exemple très éloquent d'entreprises 100% guinéennes, dirigées par des jeunes qu'il faut encourager. Cette ambition a été mise en place en 2017 par la Société Générale de Banque en Guinée dans son plan stratégique Transform to Ground, renforcé en 2018 par le programme Grand 8 Africa. Dans le cadre de notre stratégie nouvelle, disons, pour accompagner les PME en Afrique, parce qu'on a compris en fait que ce sont les PME qui sont le moteur du développement de l'Afrique. Donc nous sommes mis dans ce secteur-là pour pouvoir accompagner les PME. Dans ce cadre, on a signé une convention avec la PIP, un partenariat avec la PIP pour pouvoir accompagner les PME à se développer, à se normaliser pour pouvoir accéder à des financements. Ça permettra à GPC de créer de l'emploi pour les Guinéens. Ça permettra à GPC d'être une entreprise modèle en termes de support minier aux entreprises minières actuelles de la place. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Vous savez très bien que ces machines-là coûtent énormément cher. À travers ce financement, les entreprises locales vont se doter d'outils de travail appropriés et une facilité de caisse. Une initiative de l'APIP pour booster l'investissement privé en Guinée. Le gouvernement guinéen est préoccupé à la lutte contre l'immigration et à aider les couches sociales à avoir accès aux circuits financiers. C'est dans cette optique que le groupe de travail sur la finance inclusive vient d'être lancé à Conakry. La finance inclusive est un instrument de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. On fait le point avec Tierno Ousmane Diallo. Dans la mise en œuvre du programme Intégra, l'inclusion financière est un des axes majeurs qu'entend promouvoir le gouvernement afin de combattre les causes profondes de la migration irrégulière. Une stratégie pour offrir des opportunités d'épanouissement aux habitants des zones rurales, entre autres, faciliter l'accès au crédit dans ces milieux et soutenir les initiatives entrepreneuriales. S'il y a concentration de services financiers dans les grandes villes, naturellement au niveau des campagnes, ça fait défaut. Donc c'est l'objectif de cette réunion, comment faire de sorte que les fortes disparités entre les villes et les campagnes, les fortes disparités entre les hommes et les femmes puissent être levées. Nous, ce qu'on doit faire, c'est non seulement essayer de développer des produits financiers pour les jeunes, des bénéficiaires, mais aussi pour voir quelles sont les contraintes, quelles sont les problématiques liées sur l'inclusion financière. Et donc, nous sommes en train de travailler avec la Banque centrale, parce que la Banque centrale va développer leur stratégie nationale pour l'inclusion financière, ensuite la stratégie nationale pour l'éducation financière. L'inclusion financière est ainsi encouragée par le Fonds d'équipement des Nations Unies en charge de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable dans les pays les moins avancés en mettant un accent sur la microfinance. La Guinée adopte cette stratégie pour un développement harmonieux avec le soutien de l'Union européenne dans le cadre du projet Intégra. Intégra vise à accroître les opportunités économiques pour les jeunes Guinéens à travers plusieurs axes d'intervention, notamment l'éducation financière, et cet axe a été confié à l'expertise de l'UNCDF. Une croissance économique inclusive et durable commence par l'inclusion financière. Nous savons qu'elle joue un rôle important pour intégrer les personnes non bancarisées et financièrement défavorisées dans l'économie formelle en stimulant la création d'emplois qui contribuent à réduire la pauvreté, à réduire les inégalités économiques et à améliorer le niveau de vie pour tous les segments de la société et contribuer ainsi à la stabilité financière. Un groupe de travail sur l'inclusion financière est constitué pour aider à atteindre les objectifs de création de richesses et de lutte contre l'immigration clandestine. Une aubaine aussi pour le secteur privé représenté qui obtient un espace d'expression et de formation adéquat pour partager ses préoccupations. Dans l'actualité encore, l'armée guinéenne retrousse les manches pour l'autosuffisance alimentaire. Des plaines sont mises à la disposition de la Grande Muette pour la culture du riz et de l'anacarde. À Monchon, dans la préfecture de Bofa, 2400 hectares sont aménagés grâce à l'implication du chef de l'État, commandant en chef des forces armées. Lieutenant Fodé Aboubakar Bangoua est correspondant de la presse militaire.
Après l'étape de Koundian, Tindo, Dingirai, voici les 2400 hectares de Monchon dans Bofa, complètement aménagés par la Direction générale des unités militaires de production agro-industrielle pour exploitation. Cette plaine favorisera à l'accroissement de la production des forces armées guinéennes en riz. La plaine aménagée couvre une superficie de 2400 hectares. La compagnie a beaucoup d'ambition pour la riziculture. Et cette année, on a les 90 hectares de riz répliqués que nous sommes en train de réaliser. Autre activité agricole qui préoccupe la Grande Muette est la culture de l'anacarde. Une volonté du président de la République, chef des armées, de faire participer activement les forces armées guinéennes dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Chaque compagnie effectue son programme que nous avons établi à partir de la direction. Vous avez la compagnie de Tindo qui a pu mettre en valeur 50 hectares. À côté de cela, il y a un champ en préparation de 475 hectares pour la filière anacarde. Nous avons la compagnie de Dingirai où nous avons pu mettre en valeur 100 hectares. Et à côté de la riziculture que nous menons d'actualité, nous sommes en train aussi de préparer un champ de 70 hectares qui est presque complètement défriché. Et nous venons d'obtenir dans le cadre de notre coopération avec la population civile un champ encore de plus de 350 hectares que nous devrons mettre en valeur. Dans les perspectives, la Direction générale des unités militaires de production agro-industrielle compte atteindre une production annuelle de 82 500 tonnes de riz en vue d'alléger progressivement l'importation de riz en faveur de la population guinéenne. Une mission du ministère des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime vient de saisir des navires de pêche en situation irrégulière. Ces navires non encore identifiés opéraient dans les eaux guinéennes malgré la période de repos biologique. La mission de contrôle tirera toutes les conséquences. Ousmane Toumani Camara. Des navires non identifiés et sans licence de pêche ni de propriétaire déclaré. Ils sont plus d'une dizaine de navires sur ces sites de Bofa et pratiquent la pêche artisanale avancée. Malgré la période du repos biologique qui suspend pour 2 mois les activités de la pêche industrielle et artisanale avancée, ces bateaux étaient prêts à prendre la mer. On a remarqué qu'il y a assez de navires qui ne sont pas immatriculés, qui n'ont pas raison d'être dans nos eaux. Raison pour laquelle tous les navires que vous voyez là, nous avons trouvé des navires qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de marque d'immatriculation. On a essayé de mettre notre propre marque, comme ce qui est par là, IXO, un CNSP, pour marquer comme ce navire est inconnu. Donc quand c'est inconnu, ça veut dire qu'il n'a pas de raison d'être là. Mais à notre fort étonnement ce matin, nous sommes venus avec le secrétaire général pour faire le même constat. On a trouvé que ces navires qui étaient presque désarmés, on avait les photos, ils ont fait exprès encore. Ils ont monté leurs filets, ils ont mis dans les navires comme prêts à aller en pêche. Du coup, la mission du ministère des Pêches ordonne la saisie des matériels de pêche de ces navires. D'autres mesures drastiques sont annoncées contre ces bateaux qui exercent illégalement dans les eaux guinéennes. C'est des navires fantômes qui sont là, on se demande comment ils sont arrivés là. Et moi je vous dirais sincèrement qu'il y a une complicité derrière cette affaire-là. Parce qu'ils ne sont pas tombés du ciel. S'ils sont là, équipés, c'est parce que quelqu'un les y a permis. Donc ils sont là, non identifiés, et nous on va saisir donc le contenu de ces navires que nous allons incinérer, et ces bateaux-là on va aussi les saisir. Ces mesures visent à assurer une gestion responsable des ressources halieutiques du pays. Le programme de surveillance de la côte est alors renforcé avec des patrouilles inopinées en mer contre ces navires clandestins. Ces missions de contrôle du ministère des Pêches font suite à la visite du président de la République sur le littoral. Visite au cours de laquelle professeur Alpha Condé a exigé la saisie de tout navire de pêche en situation irrégulière dans les eaux guinéennes. Sans transition, direction Pita, plus précisément à Djindji, un district situé dans la préfecture de Gongoré. L'amicale des jeunes ressortissants de cette localité développe des actions de développement en cette période de vacances. Cette année, l'accent est mis sur la protection de l'environnement. Reportage, Sarfdine Diallo, Falidou Diallo. C'est devenu un rituel pour l'amicale des jeunes ressortissants et résidents de Djindji.
communautaire. Pour cette édition, l'accent est mis sur la préservation de l'écosystème, d'où l'organisation d'une journée dite de sensibilisation sur la problématique de l'environnement et ses avantages. Une journée qui marque le début d'une vaste opération de reboisement qui s'étend sur 7 jours. Pour tous les efforts fournis au peuple de Guinée dans cette vaste campagne de reboisement dans toutes les 33 préfectures de notre cher pays, car c'est lui ou celle qui plante ou arrose un arbre à sauver une vie. La GERDI est un modèle de développement citoyen dans le développement à la base. Plusieurs infrastructures sociales, sanitaires et scolaires ont été déjà réalisées à Djindji, tout comme des ouvrages de franchissement pour désenclaver les zones de production agricole. Ce que je viens de voir ici, c'est quelque chose d'exemplaire. Je souhaite à ce que les autres jeunes puissent se comporter comme celle de Djindji pour que notre Guinée soit une Guinée meilleure devant les autres pays africains. Ce que j'ai vu ici comme mobilisation pour le développement de la région et notamment dans Pita, je suis très fier et je dois remercier les ressortissants de Djindji, à Conakry et de par le monde. Parce que je dois comprendre qu'ils sont à la base de beaucoup de choses pour aider leur sous-préfecture à être une des grandes zones de notre pays. Créée dans les années 92, l'amicale des jeunes ressortissants et résidents de Djindji est plus que jamais déterminée à lutter pour améliorer le cadre de vie des populations de cette localité. Pour joindre l'utile à l'agréable, un match de gala a été organisé entre les jeunes ressortissants et résidents. Rendez-vous est pris pour 2020 pour la réalisation d'autres projets de développement local. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt.